Allez, on va continuer maintenant avec le dernier sujet. Ce sera le Togo. On parle maintenant de l'évaluation des établissements privés d'enseignement supérieur, les EPS, comme on les appelle, les établissements privés d'enseignement supérieur. Une mission d'évaluation a été menée. Les résultats de cette mission ont été présentés en Conseil des ministres. C'était hier, jeudi, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Majesté Iou. Eh bien, après un diagnostic de la situation, les résultats révèlent la nécessité d'adapter le cadre juridique qui réglemente notamment l'ouverture, l'organisation et le fonctionnement des institutions concernées pour maintenir le niveau d'excellence de formation de l'enseignement supérieur togolais, protéger les apprenants. Et donc, on va s'attendre naturellement dans les prochains jours à ce qu'il y ait du changement. Ici, Louis Kamako, pour vous, il convient, quand on regarde le secteur de l'enseignement supérieur, surtout privé, avec le foisonnement d'instituts de formation, parce qu'il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, on n'a que 3 universités au Togo. Il y a 2 privées, publiques et une université privée. Les autres sont soit des écoles, soit des instituts de formation. Il y a nécessité d'encadrer, de réorganiser ce secteur. Oui, si nous voulons former des étudiants qui répondent justement à cette problématique de adéquation de la formation à l'emploi. Je pense que cette inquiétude soulevée par le ministre Iou ne date pas d'aujourd'hui. On se rappelle qu'en 2015, je crois en 2015 ou en 2016, le ministre des enseignements supérieurs d'alors, le professeur Octave Nico Broum, avait procédé à la fermeture d'une cinquantaine d'universités privées juste parce que ces universités-là n'ont pas d'agrément, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues par l'État. Donc ça veut dire que c'est un gros problème. Sur la base même, elles ne sont pas légales. Donc quand vous prenez aujourd'hui, pourtant ce sont ces universités-là qui arrosent le doigt, ce sont elles qui font les publicités sur les médias et vendent justement leur programme aux étudiants comme des yeux de la tête. Et après, on se retrouve que nos frères ou bien nos sœurs qui vont dans ces universités-là se retrouvent dans le chômage. Parce que d'abord, quand l'université n'est pas reconnue par l'État, parce que au-delà de tout, il y a un classement des universités qui se fait également. Le logo, quand quelqu'un qui peut-être sur son CV présente un logo d'université de Lomé ou bien de l'université d'Abomey-Calabi ou bien de l'université de Anta Diop, n'auront pas les mêmes chances de recrutement chez peut-être un recruteur international. Il y a tout cela qui se joue. Maintenant, si même au national, sur le plan national, votre université n'est pas reconnue, je ne vois pas comment qu'elle sera reconnue à l'étranger. Donc, je pense que c'est un gros souci et il va falloir justement travailler dans ce sens. Parce que, comme je le disais tout à l'heure au début, ça aussi, ça continue pas à augmenter le taux de chômage parce que nos frères, nos soeurs, ils finissent des études, mais ils se retrouvent à la maison. Pour vous aussi, c'est une nécessité aujourd'hui de réorganiser ce secteur? C'est un impératif. Je ne parlerai même pas de nécessité, c'est un impératif. Pour la simple et bonne raison que lorsque nous interrogions un peu le passé, c'est vrai qu'il y a des ministres qui l'ont effleuré, mais n'ont pas eu le courage d'aller au bout de ces réformes-là. Lui l'a dit, il y a eu Octave Nico Broum qui a fermé sur le plan juridique. Et ça, c'était une évidence énorme de pouvoir les fermer parce qu'elle n'avait pas en son temps donc, des autorisations pour s'installer en tant que ces écoles-là. Et au Togo, beaucoup l'ignorent. C'est vrai, nous avons 2 universités publiques, notamment l'université de Lomé, l'université de Kara, et une seule université privée qui est l'université de l'UKO. Puisque lorsqu'on parle d'université, c'est d'abord l'espace. Il faudrait naturellement que vous ayez l'espace, les équipements qu'il faut, les amphithéâtres, etc. Et lorsque nous voyons réellement, vous allez en termes d'espace, parlant donc de l'université privée, vous allez vers le centre Zanguera, vous constaterez réellement donc qu'il y a dans cet espace-là, qui est là, qui peut naturellement faire en sorte qu'on puisse donc les appeler comme universités donc privées. Mais lorsque vous prenez aussi les qualifications, sur plusieurs axes, ces universités-là, les qualifications requises au niveau même des enseignants, des formateurs qui doivent donc intervenir sur tel ou tel parcours, ce n'est pas respecté. Il suffit naturellement de pouvoir donc donner des cours à certains. Vous allez voir qu'il y a sur des matières ponctuelles où on envoie naturellement peut-être quelqu'un qui n'a que la licence pour dispenser des cours
au master. Et si vous prenez aujourd'hui, est-ce que cette rigueur de pouvoir donc encadrer ces élèves-là dans les parcours, il y en a, aujourd'hui vous allez voir dans ces universités-là, il y en a qui s'inscrivent, mais vous ne les verrez jamais au cours, mais qui viendront naturellement aussi soutenir. Et donc c'est plusieurs problèmes qui font qu'aujourd'hui, qu'on est obligé, et aussi on ne va pas se leurrer, lorsque vous prenez l'homologation donc de ces diplômes-là, puisque à part ces 3 universités que nous venons de citer, toutes les autres écoles sont obligées d'homologuer leurs diplômes. Et en termes d'homologation, il y a de quoi s'interroger sur la sincérité, disons, des notes là qui sont donc attribuées. Et si naturellement il faudrait interpeller ces étudiants-là pour réellement passer peut-être un test sur des yeux donnés, je pense que tout de suite, quand même, il y a matière quand même à s'interroger sur un certain nombre de questions. Donc je pense que lorsqu'on veut, surtout étant donné que le Togo s'est fixé des horizons pour avoir donc des étudiants assez qualifiés sur des emplois qui arrivent, il va de soi que ces établissements qui sont projetés comme des établissements pouvant donc offrir ou donner des qualifications à ces étudiants pour répondre à ces emplois donnés, il va naturellement qu'on puisse donc réorienter, réorganiser ces aspects-là pour que si les gens sortent de ces établissements-là, puissent naturellement être qualifiés pour répondre donc à ces emplois potentiels. De la même façon, nous allons le constater, à part l'enseignement privé, supérieur privé, qui est en train d'être réformé, le gouvernement a pris sur lui, parce que le professeur Kokoroko, à chaque fois que l'occasion le permet, il lui dit qu'aujourd'hui, tel que l'enseignement est orienté au Togo, ne permet pas de répondre aux emplois à venir, aux emplois, tout comme le gouvernement tente donc de le faire. Donc lui-même, il remet d'abord en cause l'enseignement même tel qu'il est dispensé dans les officiels et pourquoi pas au niveau des privés. Or sous d'autres cieux, vous allez dans des pays, ces établissements, lorsqu'on vous dit, voilà, ces établissements dispensent des cours de pont et chaussée, je pense, c'est juste un exemple, peut-être que des gens peuvent se sentir frustrés. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des ateliers qui répondent naturellement donc, disons, à cet idéal-là. Mais ici, vous allez, on va vous dire que voilà, cette école-là, ils forment sur des métiers de tel, vous n'allez même pas trouver des ateliers répondant ne serait quand même que le minimum de cette... Donc ça dérange. Et lorsqu'on fait un tour d'horizon, vous êtes d'accord que le gouvernement puisse mettre à la trousse donc, de ces établissements-là des inspecteurs qui puissent donc inspecter à avoir donc, des outils nécessaires pour quand même enseigner sur des domaines où on a demandé à avoir donc, des agréments. Les gens demandent des agréments, mais lorsque vous allez, c'est vraiment déplorable. Donc, c'est en ce sens que moi, je me dis, il faudrait, au regard de la vision du gouvernement, à faire en sorte que le Togo soit, donc, avec le PIA qui est dit, je pense que si on avait sur place des établissements qui répondaient à cet idéal-là, à quoi sert naturellement de pouvoir mettre encore une unité de formation pour former actuellement des gens qui sont sortis d'ailleurs même des écoles qui vont être encore reformés avant d'être aptes à pouvoir donc employer sur ces nouveaux métiers qui arrivent là. Donc je me dis que pour l'avenir, il va de soi qu'on puisse naturellement donc reformer ce système éducatif de l'enseignement supérieur et faire en sorte qu'on puisse donc avoir des étudiants qualifiés pour des emplois à venir. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réformes, mais la question aussi c'est quel type de réforme, parce que les universités publiques, elles sont là, mais vous voyez l'effectif. À la sortie, je ne sais pas si ceux qui sont dans les universités publiques trouvent plus d'emplois que ceux des universités privées. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. On remplit plus la tête qu'on ne forme véritablement les gens. Alors, quelle réforme, justement? La grande question. Oui, je pense que la question elle est la bienvenue. Et comme nous le disions tout à l'heure, la situation, elle est tout sauf reluisante dans nos universités supérieures, que ce soit au niveau de l'enseignement des établissements privés d'enseignement supérieur ou au niveau des établissements publics d'enseignement supérieur. La réforme ou bien les dérives sont là et les dérives sont constatées. Vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a ce foisonnement juste parce que le secteur privé a jugé bon en fait d'aider l'État à faire face au flux d'étudiants, à l'effectif pléthorique que nous avons dans nos universités. Je pense qu'on a plus de 20 000 étudiants, enfin, si mes chiffres sont bons, actuellement à l'université de Lomé. C'est-à-dire que 20 000
Non, ça c'est l'université de Cara. Cara. Nous sommes à 65 000. Hein. Voilà, à l'université de Lomé. Mais avec combien de salles? C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la venue du professeur Kokoroko, il y a eu des efforts, qui se font dans ce sens-là, mais beaucoup reste encore à faire. Donc, je pense que le privé veut juste aider l'État à faire face à ce problème, mais à quel prix? Et donc, je pense que tu as bien dit de demander à savoir si est-ce que les réformes ne s'imposent pas à tous les niveaux. Oui, même dans notre université publique là. Nous, après le bac, c'est vrai qu'on nous laissait l'envie pour le journalisme, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que le journalisme ne nourrit pas son homme, donc on s'est leurré ou bien on s'est foudroyé en faisant ce qu'on appelle les lettres modernes, on a étudié les lettres. À notre époque, il y a des matières que vous appelez, par exemple, on appelle philologie romane, on vous apprend à parler l'ancien français, on vous envoie ou bien on vous oblige à étudier le latin. Des matières qui aujourd'hui, la linguistique par exemple, des matières qui aujourd'hui sont encore maintenues dans cette faculté-là. Mais aujourd'hui, quand quand tu as ce diplôme, quand tu es licencié en lettres modernes, tu te retrouves, c'est des choses qui ne servent à rien. Donc, je pense que la réforme s'impose également à ce niveau. Il faut un changement des curricula. Il faut peut-être aller à former les étudiants par rapport ou bien en tenant compte du besoin sur le marché. Aujourd'hui, c'est encore grave. C'est toujours grave que jusque-là, on ne nous apprend pas. On n'apprend pas à nos frères ou bien à nos sœurs étudiants à comment transformer peut-être le manioc en gari. C'est assez banal, mais des choses plus pratiques. C'est des choses plus pratiques, c'est-à-dire que c'est ce dont on a besoin, des choses qui peuvent nous permettre en fait de subvenir à nos besoins ou bien de nous prendre en charge. C'est quand tu sors de l'université et que tu ne trouves rien à faire. Ça, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas aller dans la fonction publique si tu n'es pas... Si tu n'es pas recruté, il faut que toi-même tu arrives à te prendre en charge, c'est-à-dire tu peux t'en sortir avec de petits jobs, ce que les études t'ont appris. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller vers cela. C'est ce qui se fait ailleurs. Vous voyez aujourd'hui les petits Chinois, déjà au bas âge, ils savent ce qu'on appelle comment manipuler un téléphone portable. Ils savent comment réparer un téléphone portable. Adam disait tout à l'heure qu'on a il y a également manque de matériel en fait dans nos universités. Vous imaginez peut-être vous imaginez par exemple qu'il y a des étudiants qui se disent et qui étudient l'informatique, mais qui n'ont même pas de PC. Et ils ont du mal à allumer un PC. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'aller à l'école, on est en train d'aller à l'université, parce que je suis peut-être le premier diplômé, je suis le premier à avoir le bac dans ma famille, il faut que j'aille à l'université. Et c'est comme ça. Maintenant, la gestion même de ces universités privées, j'en viens. C'est-à-dire, c'est une gestion plus ou moins... je ne dirais pas familière, mais une gestion qui repose sur une seule personne. Je le dis parce qu'on a vu des universités fermées dans ce pays juste parce que le fondateur est décédé. Il est décédé, il est le seul, il était le seul maître à bord, c'est lui seul qui maîtrisait la gestion de cette université. Il n'y a pas un comité d'administration qui gère ça avec lui, donc il est décédé, l'université est fermée et donc nos étudiants vont végéter. Donc, je pense que la réforme, ça s'impose à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, qu'au niveau d'établissements publics d'enseignement supérieur. Alors, quand on parle parce qu'ici, il y a parfois une logique du genre, une sorte de stigmatisation des universités, enfin des établissements d'enseignement supérieur privés, comme si le mal ne venait que de là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'instituts, d'écoles qui ouvrent en anarchie. Il n'y a aucun contrôle. L'État a le droit de voir dans le secteur, mais il ne faut pas oublier aussi le rôle non négligeable que ces instituts, ces écoles jouent. En fait, c'est justement parce que l'État reconnaît le rôle que jouent ces universités-là. Voilà pourquoi d'ailleurs même il parle dans de réformes. Ce n'est pas une sorte de stigmatisation. Moi, je pense plutôt que l'État comprend réellement donc qu'il faut valoriser ces universités, puisque ayant constaté naturellement qu'il ne pourra pas
lui-même mettre sur pied des établissements qui puissent donc former des gens à ce nouveau métier qui arrive. Et je rappelle d'ailleurs même qu'il y a donc des appels à candidature concernant donc un certain nombre de métiers. On ne les retrouve pas ici. Et c'est justement parce que l'État est conscient de cela qu'il faille naturellement donc aller vers ces réformes-là. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on puisse dire qu'on stigmatise dans ces universités-là. Ils jouent un rôle très, très, très capital. C'est vrai que moi, je n'ai pas les chiffres en tête. Vous verrez naturellement que ce sont des universités prises dans leur globalité. Seulement, Lomé dépasse de loin, fait pratiquement le double de l'effectif de l'université de Kara. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, l'État lui-même, il sait. Par exemple, lorsque nous prenons des écoles formant dans le métier, par exemple, de l'économie bleue, l'État n'en a pas. Ce sont les privés quand même qui font des efforts à pouvoir donc aller en ce sens-là. J'ai parlé des ponts, je sais. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des écoles formant naturellement dans l'informatique. Nous avons vu l'adhésion au niveau du CIC, qui est l'unique centre public aujourd'hui à l'université de Lomé. C'est un nombre infime, il ne dépasse pas 40. C'est tout comme les ICA au Prénom aujourd'hui, on a mis tout en place. C'est un nombre infime. Il ne dépasse pas la plupart du temps 70 pour adhérer dans ces... Le reste qui ont l'adhésion. Or, lorsque vous prenez le nombre d'étudiants qui veulent donc accéder à ces universités-là, ils font banalement, vous allez voir, sont des milliers qui s'inscrivent. Ceux-là, si les parents ont la possibilité, vont naturellement donc aller inscrire leurs enfants à ces établissements privés. Et donc l'État ne doit pas perdre de vue de pouvoir donc réformer, aussi bien sur la forme que sur le fond, ces établissements-là pour répondre aux mêmes standards. Puisque même ce qui est marrant, vous allez constater, moi je l'ai vu même au niveau du secondaire, même au cours primaire, vous allez voir des établissements privés qui naturellement devaient donc respecter un nombre d'effectifs donnés. Mais vous allez voir que les élèves, ils dépassent. Moi je connais des élèves qui sont dans des cours, au cours primaire, qui dépendent des effectifs de 80. Et c'est justement le fait qu'on est conscient que vous prenez ces établissements-là qui font pour ces métiers-là, on doit limiter. C'est une fourchette donnée qui est limitée. C'est ce qui est donc considéré au niveau de l'enseignement public et que les établissements privés aussi doivent respecter. Mais on constate qu'on court d'après plus l'argent, on prend en effectif et naturellement, donc cette formation-là est bâclée. C'est ce que veut éviter le gouvernement en faisant en sorte que ces établissements-là puissent être reformés. Ça n'a rien à voir le fait que ces établissements sont stigmatisés. C'est naturellement faire en sorte que nous ayons des établissements qui forment aux mains-d'œuvre qui sont déjà propices à pouvoir donc tenir dans les emplois à venir. Et je rappelle, souvenez-vous, nous prenons... Il faut commencer par le faire avec l'université publique. Hein. Oui, il y a des efforts qui sont... Moi, j'ai dit, vous prenez des filières, il y a beaucoup de filières qui sont aujourd'hui à l'université de Kara pour la plupart du temps lorsque nous prenons pour ces métiers manuels. Et lorsque vous allez, c'est vrai que ce n'est pas encore totalement ça, mais il y a des efforts qui sont faits. Moi, je me dis, c'est la même chose. Vous prenez par exemple au Bénin. Il fut un temps où on a constaté réellement que ces maîtres-d'œuvre-là qui sont formés dans ces universités, que ce soit même, surtout dans les universités privées, ne répondent pas lorsqu'ils sont donc sur des critères d'évaluation. C'est ce qui a fait qu'on a instauré, aussi bien au niveau de la licence qu'au niveau du master, que soit désormais, ce sont des examens qui se passent. Ce n'est plus seulement vous valider dans votre propre université que vous présentez vos rapports de fin de stage, etc. pour avoir le diplôme. Il faut naturellement donc passer les examens. Et je pense que depuis un moment, c'est vrai que l'État caressait le fait de pouvoir aller dans ce sens-là en ce qui concerne donc les licences. Et depuis lors, je pense qu'il y a déjà 3 ans où ça a été annoncé, ça tarde à venir. Et ça, il faut naturellement aller pour réellement donc évaluer. Puis on ne peut pas prendre chaque étudiant individuellement au moment où il cherche de l'emploi, pouvoir l'évaluer, dire qu'il n'est pas apte à pouvoir donc occuper le poste. Il faudrait naturellement qu'on puisse naturellement commencer déjà par les évaluer au niveau de cette licence-là en faisant donc des examens qui naturellement n'est pas, disons, l'alchimie nécessaire pour réellement dire voilà, ils sont compétents, ils ne sont pas compétents. Mais bon. C'est ce que j'allais dire. Hein. Si ce sont les examens qui vont prouver la compétence des gens, en Afrique, on aurait les plus compétents parce qu'on est le continent où il y a plus de compositions, plus d'examens. Regardez les résultats à la fin, qu'est-ce qu'on crée? Oui, mais bon, de toutes les façons, ça permet également de pouvoir filtrer avant même de voir le côté supérieur. Puisque lorsque nous prenons, de toute évidence, lorsque nous prenons ces étudiants à la sortie de ces universités-là, dans leur projet professionnel, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui tiennent, il y a la rigueur au niveau de la présentation des projets professionnels. Il est très difficile que vous sortez de ces établissements, peut-être quelqu'un qui a fait peut-être la cinématographie, je prends juste un exemple, qui sort, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas donc présenter un film. Et pour donc tourner un film, vous êtes obligé d'aller sur le terrain.
même si vous n'êtes pas totalement efficace, puisqu'il faut vous faire accompagner par peut-être un maître de stage, etc. Ça vous permet quand même d'avoir des rudiments. Et en fin de parcours, vous êtes inscrit devant un réalisateur et pendant un petit moment, vous prenez dans la main, vous savez réellement les étapes qu'il faut pour présenter un film, faire donc le budget, etc. Donc il n'y a pas lieu quand même de stigmatiser ces universités-là. Alors on parle donc de revoir, d'adapter le cadre juridique qui réglemente l'ouverture même de ces universités, de ces écoles, les établissements, l'organisation, le fonctionnement. L'ouverture ici, quand on me dit qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans l'illégalité, à qui la faute? J'ai envie de dire, c'est la faute à l'État. C'est la faute à l'État parce que je disais tout à l'heure que ces universités-là privées, c'est pour aider l'État à contenir ou bien à gérer le flux d'étudiants qu'on a eu à constater ces derniers temps. C'est-à-dire que le phénomène est apparu, en fait, en 2011, je crois, c'est-à-dire que quand nous, on est entré à l'université avec le système LMD, beaucoup de gens ne s'en sortaient pas et beaucoup de gens avaient du mal justement à faire face à ce problème-là. Et pour eux, la solution, c'est d'aller à l'université privée. Et donc, Adam le disait tout à l'heure, on voit les conditions dans lesquelles les cours se déroulent dans les universités privées, puisque l'écolage coûte énormément. Et on se dit, mais beaucoup de gens, mais on n'échoue pas à l'université privée. Donc, je viens, il suffit juste pour moi de m'inscrire et qu'à la fin de l'année, je passerai en classe supérieure. Donc, à l'époque, je pense que ceux qui ont les moyens sont allés à l'étranger. Et ils ont poursuivi leurs études à l'étranger. Et ceux qui ont également peu de moyens se sont mués vers les universités privées. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce foisonnement-là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis que l'État est responsable de la situation. S'il y a ici, ces universités-là se sont poussées à un moment donné comme des champions, l'État est responsable. Et donc, je le dis aussi, et pourquoi est-ce que nous sommes 7 millions d'habitants avec une population majoritairement jeune? Or, aujourd'hui, dans toute famille, tout le monde veut que son enfant, en fait, fasse des études universitaires. Si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, pourquoi est-ce qu'on ne mutualise, ou bien pourquoi est-ce qu'on ne met pas les moyens pour créer d'autres universités? Je crois que dans le plan gouvernemental, il est prévu la création d'une université peut-être thématique dans le Cloto ou à Palimé, je crois. Pourquoi est-ce que jusque-là, on n'essaie pas de mettre tout cela en ébranle? Pourquoi est-ce que on ne met, je ne sais pas, une université dans la région centrale pour pouvoir, je ne sais pas, contenu ou bien pour pouvoir satisfaire en fait la population de là. Donc je pense que le problème en fait c'est plutôt au niveau de l'État parce que quand on le dit, c'est vrai que les études universitaires coûtent cher, mais ça coûte moins cher dans le public que dans le privé. Donc aucun citoyen togolais n'aimerait pas aller dans ces universités privées si les conditions sont bien réunies dans le public. Donc c'est pour ça que je dis et je le répète que la faute, ça revient aussi à l'État. D'accord, on va... Oui, vous permettez que parce que le temps de donner les notes, ça serait... Non, puis je disais, non, ça c'est important, parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on parle dans des réformes, il faudrait réellement qu'il y ait à côté des mérites. Puisqu'ils ne sont pas tous logés dans le même enseigne, il faudrait que l'État aussi pense à pouvoir donc faire en sorte que ceux qui sont dans les normes puissent avoir réellement donc, de ces mérites-là, qu'on ne puisse pas dire, voilà, tous sont dans le même bateau. Merci beaucoup. Je le disais, chaque vendredi, nous donnons les notes pour finir en beauté de la semaine. Louis Kamako, on revient à vous pour les notes. Bon, j'ai une note de 8 sur 10. C'est pas de mon force, c'est pas de mon acabit d'aduler les gens, mais j'ai une note de 8 sur 10 que je donne au grand frère Jonas Gaou, qui est l'entrepreneur africain de l'année 2021. Jonas Daou. Jonas Gaou. Félicitations à lui. Adam? Oui, moi j'ai une note de 2 sur 10 que je donne à tous ceux-là. Il vous en souvient que le 1er juin de cette même année, de ce mois, on avait crié partout ailleurs que véritablement nous allons vers un reboisement. Un cap a été donc fixé, mais nous voici pratiquement à la fin du mois que ces ardeurs-là sont donc aménusées. Et donc moi j'invite par cette note-là
à pouvoir donc renouer pour atteindre donc cet objectif-là, c'est important, puisque lorsque nous lisons un peu, nous prenons pas dans les pays sahéliens, on parle des murailles vertes, les gens sont donc mis à l'œuvre. Il faudrait naturellement que nous également, nous mettons à l'œuvre, que de vite fait d'oublier, il n'y a que seulement 30 jours, et puis tout est éteint. Il faudrait quand même qu'on renoue donc avec cet objectif-là. D'accord, merci beaucoup. Merci Adam, merci Louis, merci à tous aussi. Excellent week-end.